Hello Cyril, hello Laurent, quel plaisir de vous revoir à l'Ashtamtish. Aujourd'hui c'est un peu spécial, tournée de Damascene, c'est offert. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Parfait Lyndon, ouais, moi ça me va bien en tout cas. Ah, il faut un petit fond, du boudin, des atriotes, t'as ça en stock? J'ai ça, j'arrive dans 5. L'Ashtamtish, proposé par le Journal du Jura. L'Ashtamtish, épisode un peu spécial, vous allez l'entendre, mais toujours la configuration habituelle avec à l'aile droite, Laurent Kleissel, responsable des sports au Journal du Jura. à l'aile gauche, Cyril Pache, journaliste pas responsable à Sport Center, le matin.ch, le matin dimanche 20 minutes, Tribune de Genève et 24 heures. merci Cyril, et moi-même au centre, Lyndon Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. Épisode spécial, on l'a dit, car on invite un joueur du HC Bienne, le vrai, ce ne sera pas une chronique, une imitation, un vrai de vrai, un défenseur. Il porte le numéro 4, il porte surtout le C de capitaine, il habite à Châtillon, dans le canton du Jura, à 2 km à vol d'oiseau de la maison d'enfance de Laurent Kleissel. Oui. Kevin Fay sera avec nous, on l'appelle? Bonsoir, monsieur. Salut Kevin, ça va? Salut Kevin. Salut Kevin. Bien, vous. Salut. Très bien, merci. Salut, Comme je t'ai indiqué, tout ce que tu dis est enregistré et pourra être retenu contre toi. C'est sympa, merci. Dans ce cas-là, j'aimerais voir mon avocat tout de suite. T'as pas un agent, là? J'en ai plus. Merci beaucoup en tout cas d'accepter de participer à l'Ashtamtish. On va être honnête, on s'inquiète un petit peu pour toi parce que ta femme, Marie, avait dit dans le Journal du Jura le 5 décembre dernier, si le HC Bienne est mis une 4e fois en quarantaine, on parlera peut-être de divorce. Est-ce que les documents sont déjà arrivés à la maison, Kevin? Ils sont même déjà signés puis renvoyés. Non. Pas du tout. Cette 4e-là, elle est un peu différente, je dirais. Pourquoi? Parce que, on ose quand même sortir pour aller se faire tester, alors ça me fait trembler. Toi, tu vas à la clinique des tilleuls à Bienne ou bien tu fais ça sur Delémont, ces tests? Non, je vais aussi à la clinique des tilleuls. C'est demain, c'est quoi le 3e test que vous devez faire en une semaine demain? Mercredi, hein, on enregistre mercredi soir. Ouais, mercredi, exactement. demain. Mercredi, un 3e test, c'est ça? Alors, il faut que je compte. Je crois qu'on a fait jeudi, vendredi. J'ai fait dimanche au Jura. Lundi. C'est mon 5e demain. C'est à chaque fois dans le nez ou bien c'est salivaire? Non, c'est chaque fois dans le nez. Ah, D'ailleurs, ouais. je me suis réveillé ce matin avec une belle tache de sang sur mon coussin. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Provenant du nez, hein, je précise. On espère évidemment que ce sera le dernier à la clinique des tilleuls du coup mercredi. Ça ressemble à quoi ta journée en quarantaine? Bon, ça ressemble... Voilà, une journée. Ouais. Je me réveille. Je fais quand même un peu de sport. J'ai un jardin où je peux un peu, pas dire courir, mais sauter. Et puis après, voilà, je fais du nettoyage et puis j'essaie de m'en occuper. Donc tu fais des sauts dans ton jardin tout le matin ou comment tu fais? Ou c'est plus spécifique? Voilà. Un peu près. Non, moi j'ai fait un peu des sauts, des agility comme on dit. C'est des petites sprints sur courte distance et puis pour garder un peu la machine en forme pour le jour J où ça reprend. D'ailleurs, Kevin, c'était quand votre dernier entraînement, en fait? Alors, sur glace. Oui, sur glace, ouais. Ça devait être mercredi passé, peut-être? Je crois mercredi passé, exactement. Ouais. Mais ça, en pleine saison, là, c'est si vous reprenez tout à coup, là, il y a peut-être ce match couperé samedi soir contre Genève. Est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences? Les conséquences sur quoi? Le rythme, baisse de rythme. Je pense pas l'état physique. Vous êtes après une saison dans les jambes, vous êtes quand même bien affûté, je pense, mais plutôt, je sais pas, une question de rythme, de coordination entre vous, ce genre de choses qui se perd vite dans une équipe. Oui, je pense bien sûr que ça aura une influence. Après, c'est un peu à nous de voir la chose ou bien la réalité en face. Si on est capable maintenant de remonter cette épreuve et puis d'être prêt mentalement, ça va jouer que dans la tête. Si t'es prêt à faire les petits détails justes, peut-être d'être focus sur le jeu défensif, je
pense pas que ça doit être un désavantage, forcément. Il faut juste voir si mentalement on a assez grandi cette année pour être prêt pour ces situations comme ça. Après, tu le disais, tu as des conditions assez bonnes. À Châtillon, tu as un jardin. C'est pas le cas de toute l'équipe, j'imagine. Non, mais je pense que tout le monde trouve un peu un moyen pour un peu bouger. Sinon, dans l'appartement, sur la terrasse. Mais je pense, dans nos jours aujourd'hui, on a des moyens de faire pour quand même un peu se faire essouffler dedans. Vous êtes en contact, toute l'équipe actuellement, tous les jours, vous vous voyez par Google Meet ou par Skype? Non, pas du tout. On est en contact via groupe WhatsApp qu'on a. Et puis, c'est clair, on voit quand même une équipe qui est assez rigolo, qui aime bien rire. Et puis, même dans cette 4e quarantaine, on n'a pas perdu l'humour. C'est qui le plus gros décodeur, votre groupe WhatsApp? J'ai ma petite idée, mais hormis toi, hein, j'ai dit un autre. Ton dauphin dans le domaine. Alors c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a Damien Brunet, voilà, un peu, je pensais, oui. Stéphane Ulmer. Mais il faut quand même dire que dans le chat, c'est un peu différent par rapport à dans le vestiaire. Il y a un peu, pour l'instant, un peu moins de mouvement que si on se voit en vrai. Il y a des gars qui sont quand même assez calmes dans le chat, mais dans le vestiaire, ils sont beaucoup plus rigolos. Le programme actuellement, si vous êtes libéré demain soir, ce sera un match contre Genève, Laurent l'a dit samedi, lundi prochain face à Zoug, et après potentiellement les pré-playoffs. T'en avais parlé dans le Canal 3 Hockey Club de la semaine passée, mais comment tu vois toi ces potentiels pré-playoffs? Oui, c'est déjà merci pour me dire le programme parce que j'en ai aucune idée moi par rapport à ça, mais non. Comme j'ai dit, c'est difficile à dire. Je pense que cette année pour nous, voilà, je dirais un peu mince parce que on serait été bien qualifié pour les playoffs, on était dans les top 8, mais je pense que c'était peut-être aussi fait un peu pour arrondir les fins du mois, je veux dire les quelques matchs en plus avec les spectateurs, en plus garder un peu le suspense dû au relègement qui était annulé cette année. Alors c'est pour ça je dirais je sais pas pour la suite j'ai pas trop dit encore si ça serait une bonne idée de garder ce schéma de calendrier ou pas. Ouais. C'est difficile à dire. Je pense que si on aurait fini 10e, je serais tout content, mais là voilà, un peu moins. Mais ma foi, il faut passer par là, on le fera. Et toi, Kevin, dans ton jeu là actuellement, comment tu te sens? Dans l'ensemble, tu sors d'une bonne saison, bien meilleure que la saison passée. Hein. On sait qu'on avait un peu l'impression que tu te cherchais, que t'étais un peu dans le doute parfois. Là, t'es solide depuis le début de la saison. Comment tu te sens toi? Comment tu vois ça? Oui, ben, je pense tout à fait. La saison passée, t'as raison. C'était un peu la saison où j'étais aussi en plein de changements psychologiquement. J'ai essayé de changer un peu les choses. Puis c'est vrai, je me cherchais un petit peu des fois. J'avais le doute aussi sur moi, sur mon avenir. Et puis cette année, je pense que j'ai pu faire un grand pas en avant en étant beaucoup plus constant. J'ai peut-être eu un début de saison. D'abord, il me manque un peu, les points personnels. Ça entrait pas trop. Les plus-minus n'étaient pas très bonnes. Mais je pense dans cette deuxième partie de saison, je pense j'ai pu solidifier un peu le jeu et puis vraiment mettre tous ces doutes de côté. Puis chaque soir, je pense j'essaie d'aider à l'équipe de gagner, de chercher des points. Et puis pour l'instant, je suis content, même si des fois les statistiques peuvent toujours être mieux, mais à la fin c'est que des chiffres et puis ça il faut on peut regarder mais pas trop. Tu m'avais dit récemment, là on avait papoté, c'était quoi, février je crois, là j'avais écrit quelque chose avec toi là, mais tu m'as expliqué que tu travaillais avec une psychologue à Bienne pour t'aider mentalement. C'est quoi exactement dans quel sens cet apport de cette psychologue t'aide? Ouais, tout d'abord, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me connaître moi-même un peu plus, de connaître un peu ou apprendre certaines réactions émotionnelles qu'on vit et puis de pas essayer de changer soi-même, mais plutôt apprendre à gérer quand
on doit surmonter certains moments, peut-être pour certains plus difficiles, pour certains un peu plus faciles. Et puis je pense que j'ai appris quand même que je suis quelqu'un de très sensible. Je sens, je sens l'ambiance des autres assez vite. J'essaie toujours d'aider, puis de faire on peut toujours être la bonne patte qui est là pour absorber les mauvaises énergies. Et puis je pense que j'ai pu apprendre beaucoup là-dessus, que je continue à faire ça, mais j'arrive maintenant à faire la différence entre moi et puis ce qui vient d'extérieur. Alors, c'est difficile à expliquer. Prenons un exemple concret. On se retrouve c'était le 13 mars à Auvernais. Bien a gagné 4-1 ce soir-là, mais moi je me souviens que tu as fait une espèce de petit move, une petite feinte subtile juste devant Joren van Pottelberg, et c'est là qu'il y a un gars, comment il s'appelle le gars qui a le maillot jaune là, Linus quelque chose, Omar, quelque chose comme ça là qui arrive. Omar, là, tu sais, il est à peine plus grand que toi, là. Il t'a piqué le puck, puis heureusement, il y a Joren qui était bien dedans, qui était bien chaud. Et c'était pour donner du travail à Joren ou bien tester justement ta force mentale, là? Non, ma question, c'est, est-ce que justement, dans ce genre te connaissant il y a quelques années, c'est un truc qui t'aurait miné, quoi, ce genre d'erreur, un moment clé du match, perdre un peu bêtement devant son gardien en essayant un petit move qui n'était pas forcément utile devant le top scorer adverse. Est-ce que là, ce genre d'approche avec une psychologue, ça t'aide dans ces moments-là? Ouais, tout à fait. Alors, tout premièrement, je pense que c'était aussi un geste d'équipe pour justement monter un peu les statistiques de Joren aussi, parce que je savais qu'il allait l'arrêter, le tir. Et puis non, mais c'est tout à fait juste, comme tu dis, on a déjà parlé, mais ces choses-là, c'est arrivé. Et puis en même temps, voilà, je m'effondrais pas. C'est des choses qui peuvent toujours arriver, c'est clair. On essaie d'éviter, mais j'ai pu gagner cette stabilité, voilà, même avec ça, de pas monter trop haut dans les émotions, ni quand on fait une belle action, une belle passe, je vais pas dire un beau but parce que je ne marque pas, mais de pas non plus monter trop dans les tours, c'est-à-dire de garder une ligne assez stable au niveau des émotions. Et puis je pense que c'est un très bon exemple, comme pourquoi, voilà, ou pour dire où c'est que j'ai fait un grand pas en avant pour être plus constant et puis savoir que des choses comme ça, voilà, ça risque tellement meilleur, je voulais dire, mais. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui travaillent avec un ou une coach mentale? Non, alors étonnamment, je pense qu'il y en a pas énormément. Puis je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, mais en général dans le sport, on entend souvent parler, mais moi aussi j'ai fait d'abord, j'ai déjà fait un travail avec un coach mental quand j'étais plus jeune. Et puis ce que j'ai vu maintenant, la différence avec vraiment un psychologue, une psychologue, c'est vraiment le travail est beaucoup plus profond que si on a juste un coach mental. On voulait parler aussi, Kevin, de cette fin de saison sans spectateurs, et on se demandait pour toi, ça a quelle influence? Maintenant, vous êtes habitué et puis c'est bon, ou bien tu sens quand même les choses différemment? Non, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Vous êtes aussi venus voir des matchs dans les stades vides. Quelques-uns. C'est clair, on s'est habitué. En même temps, c'est votre boulot, alors. Non, mais je pense, comme il est l'humain, on s'habitue à tout, mais je cache quand même pas, personnellement, pour moi, ça fait un peu cheese. C'est quand même là, on voit l'importance des spectateurs, les émotions. J'ai l'impression quand même qu'ils commencent gentiment à revenir un peu dans le jeu quand on s'approche des playoffs, mais l'intensité quand même, à mon avis, c'est pas la même chose, ou ça va pas être la même chose avant que les spectateurs sont de retour. On voulait parler aussi de ton rôle de capitaine. Avant ça, Laurent, tu voulais parler de la relation capitaine, joueur, entraîneur cette saison. Ouais, je voulais savoir justement, on a un peu la pression. C'est comme tu le dis, c'est notre boulot d'aller voir des matchs, d'être aussi là autour du vestiaire. J'ai un peu l'impression que la relation entre Lars Leuenberger et l'équipe a mis du temps à mûrir, et puis que maintenant vous êtes comme arrivé à une sorte de compromis, de pacte d'agression entre l'équipe et l'entraîneur. C'est que vous travaillez ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est une impression c'est vrai que c'est facile depuis l'estrade, depuis la tribune de presse. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils avaient autant d'entraîneurs que l'équipe a dû faire des ajustements au cours du championnat. Est-ce que toi, tu vois ça de la même façon? Oui, je pense que
c'est pas trop mal vu. Je pense le changement entre Antip et Lars, je pense qu'il est beaucoup plus émotionnel aussi sur le banc. C'est ce qu'on voit aussi de l'extérieur. Et puis je pense quelques joueurs étaient un peu surpris parce qu'avant d'avoir travaillé 2 ans avec Antti et puis maintenant avec Lars, c'est clair que ça change un peu, mais ce qui est normal, c'est 2 personnalités différentes, puis chacun doit aussi amener sa personnalité s'il va avoir du succès, parce que de jouer un rôle qu'on n'est pas, ça convient à personne. Et puis je pense, c'est vrai, on a tous fait, comment dire, je trouvais pas que c'était la catastrophe, loin de là, mais je pense qu'on a dû apprendre à se connaître les 2 côtés, puisqu'on a bien réussi dans la deuxième partie de la saison. En tout cas, on l'a aussi vu par rapport aux résultats. Je pense le système, la tactique, elle est très très bien mise en place. Nous, les joueurs, on a bien appliqué les idées de Lars, mais c'était peut-être au début le côté qu'il est un peu plus émotionnel que certains joueurs peut-être avaient un peu je sais pas, c'est comment on dit en français, ils sont peut-être pas eu peur, mais quand on il y a une sorte de choc aussi. C'est vrai quand Peter Menon, c'est quelqu'un qui a une belle victoire ou bien une sale défaite, était toujours un petit peu sur la même. L'amplitude de ses émotions était petite, c'est-à-dire que c'était un gars qui montrait peu d'émotions. C'est ça que vous avez dû un peu digérer, si je comprends bien. Ouais, je sais pas si digérer c'est le bon mot, c'était peut-être de se comprendre, voilà, où il y a quelque chose de différent. Et puis peut-être c'est aussi quelque chose on veut voir par la suite ce qui nous fallait pour peut-être arriver encore une étape plus loin d'apprendre à gérer des différentes situations. Ça va nous aider aussi dans le jeu que quand tu mènes un match ou tu perds une série, de pouvoir réagir quand même. Justement, Antti Turmanen est souvent à la patinoire, en tout cas il est à presque tous les matchs quand son état le lui permet. Est-ce que vous, les joueurs, vous avez des contacts réguliers avec lui? Est-ce que vous parlez de vos matchs ou d'autres choses quand vous le voyez? Et toi, plus particulièrement en tant que capitaine de l'équipe? Oui, alors je pense pas particulièrement à cause du rôle de capitaine, mais je pense Antti il est assez présent dans le vestiaire, il s'entraîne aussi, il se maintient bien en forme, et puis ça permet aussi aux joueurs. Il a toujours dit, personnellement, j'ai pas encore trop parlé de ma saison du hockey, mais peut-être qu'il y en a qui le font. Mais j'ai aussi déjà beaucoup parlé aussi de nos enfants. Antti, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la famille, qui regarde ou qui essaie de donner des consignes aussi, parce que la vie en étant professionnel et puis d'avoir une famille comme ça, c'est quelque chose à gérer, qui est pas dire difficile, mais quelque chose ça peut être 2 mondes différents. Et puis là, il est toujours là. Puis moi, je parle plutôt au niveau privé beaucoup avec lui. Mais au niveau du hockey, je pense qu'il y en a sûrement aussi des qui ont parlé de ça avec lui, mais il est toujours présent, ouais. Ouais, mais il essaye de pas se mêler dans l'aspect technique de l'équipe, quoi, du jeu et tout ça. Ouais, il reste un peu à l'écart quand même de ce côté-là. Oui, non, alors tout à fait. Il se mêle pas du tout je sais pas non plus combien il communique avec Lars, s'il donne des conseils ou Lars il va chercher des conseils envers lui au niveau du jeu, mais il est quand même présent, mais il est à la retraite et puis il vient pas nous dire des choses de lui-même. Voilà, si c'est nous, on va vers lui et puis on lui cause, mais il vient pas s'imposer ou bien essayer de faire corriger des choses. Non, pas du tout alors. On l'a dit, c'est ta première saison en tant que capitaine. Maintenant, t'as joué une 40aine de matchs. Comment tu te sens dans ce rôle-là? Moi, je me sens assez à l'aise. Je pense aussi j'ai pu prouver, je pense que les gens attendaient peut-être, je sais pas, une baisse de régime ou peut-être que je sois un peu nerveux ou j'arrive peut-être, je vais avoir la peine à gérer tout ça. Mais je pense que j'ai aussi là-dessus, j'ai fait, je pense, j'ose dire un grand travail. Je me sens très bien dans le rôle. J'ai appris plein de choses aussi inconsciemment. J'ai appris à connaître les gens un peu différemment, sans qu'ils le fassent exprès, mais je pense certaines ont quand même un autre regard, ou je sais pas comment dire, sur moi, mais je pense dans l'ensemble jusqu'à maintenant, je me sens très très à l'aise avec ce rôle.
C'était une saison pas évidente pour être capitaine avec la négociation des salaires, aussi l'opposition aux réformes de la Ligue. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y avait. Mais comme j'ai déjà dit, c'est un peu la saison où je peux droit me dire si ça passe, ça tient, si ça passe pas, si ça casse ou ça passe, voilà. On cherchait plus loin. Non, mais je pense que ça m'a tout de suite mis dans le bain. J'avais pas trop le temps d'essayer de nager avec les brassards. J'ai dû les enlever tout de suite. Et puis je me suis senti assez à l'aise. Après, je pense que c'est aussi un pourquoi qui ont appuyé de me mettre capitaine aussi les dirigeants, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de très loyal. J'essaie de faire, trouver la bonne justice, mais après je me gêne pas non plus d'aller dans la confrontation, mais dans un sens diplomatique toujours. Et je pense que c'est ce qu'il fallait avoir cette année, parce que ces négociations, c'est clair, même si ça s'est très très bien passé, c'est clair, c'est jamais évident de dire aux gens de renoncer à l'argent, ça c'est sûr. En tant que capitaine, est-ce que quand ça fonctionne pas dans un match, est-ce que tu te sens plus, disons, un peu obligé de, par exemple, à la pause, de te lever, de prendre la parole devant l'équipe, d'engueuler tout le monde, de casser ta canne au milieu du vestiaire, comme on verrait dans un film? Est-ce que c'est un peu ton style, ou comment tu es quand ça fonctionne pas? Ouais. Alors, déjà, casser les cannes, j'ai arrêté environ 5 ans. Quand ma femme a appris que ça coûte environ 300 francs, elle m'a interdit, hein. Elle aurait pu divorcer à ce moment-là, déjà. Voilà, exactement. Alors, non, quand même pas. Elle a quand même un cheval, et puis, chacun son plaisir. Non, mais je pense, c'est une très, très bonne question. Alors, je me sens jamais obligé de faire quelque chose, de dire quelque chose. Je trouve que ça, c'est des choses, ça doit devenir naturellement. J'ai déjà eu des situations aussi quand il y a peut-être une personne ou l'autre qui m'a dit, écoute, là, il faut que tu parles un peu plus, mais c'est à ce moment-là, quand on commence à écouter ce qu'ils disent les autres, on devient acteur, et puis on est plus naturel, et puis les gens, inconsciemment, ils sentent quand ça vient pas du fond du cœur. Alors, c'est clair, ça dépend toujours de la situation. Il y a des matchs où je le sens, ça dépend aussi un peu comment tu joues. Je veux dire, quand c'est toi la première pive sur la glace, je pense que c'est pas encore toi qui vas se lever et puis gueuler comme quoi il faut faire mieux. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une équipe de capitaines, et puis des autres leaders, et puis je pense que ça doit être un peu un partage, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression, je le sens assez bien. C'est au moment venu, j'ai l'impression de sentir, voilà, il faut parler plus fort. Des fois, il faut aussi calmer un peu le jeu, même si on perd. Et puis je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Après, je suis pas de nature, pas un gros gueulet. mais je peux quand même aussi parler un peu plus fort. Mais c'est vraiment dans les moments où je le sens, ça vient en fond du cœur. Et puis c'est aussi là, ça apporte un effet. Parce que si c'est joué ou quelqu'un te dit de parler un peu plus, ça je peux vous dire que c'est pas le bon moment de jouer un acteur, parce que quand vous avez 20 gaillards ou 25 gaillards dans un vestiaire, et puis vous essayez de jouer à la Tom Cruise dans le vestiaire, ça marche pas. Non, c'est très juste, hein, ce qu'il dit Kevin. Ça se sent tout de suite quand ça vient pas du cœur, et c'est pas uniquement dans un vestiaire d'une équipe de sport, hein, ça peut aussi être exactement dans la vie professionnelle ou n'importe où. Dans une rédaction, par exemple. Dans une rédaction, n'importe où, c'est vraiment important que justement ceux qui sont les leaders, faut que ceux qui veulent les suivre doivent sentir que ça vient du cœur, et j'ai pas de peine à croire que chez Kevin, en fait, c'est vraiment comme ça. Kevin, il y a un gars qui était capitaine pendant de longues années au LHC, un certain Étienne Froidevaux. Tout à coup, c'est possible, tout d'un coup, qu'il arrive la saison prochaine à Bienne, je sais pas, hein, si t'as entendu quelque chose. Peut-être. Peut-être, comme toi, je sais pas. Tu sais pas, vous êtes pas au courant, vous. Ou bien on vous a dit de pas être au courant. Non, alors, je vous assure, je suis pas plus au courant que vous. J'ai mes idées, mais je sais pas plus. Alors, si Étienne Froidevaux débarque à Bienne, il est connu justement pour avoir toutes les qualités
tu as énuméré les qualités d'un bon capitaine. D'après mes antennes, et ce qu'en dit Cyril aussi, qu'il connaît assez bien, c'est un gars qui coche toutes les cases. Ce sera un bon assistant pour toi, avec un nouveau aussi qui débarque, là, avec peut-être une vision un peu fraîche de l'équipe. Ça pourrait être un bon assistant pour toi. Tu le connais, hein, je crois. Hein, t'as joué en junior avec lui, il me semble. Ouais, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui, et puis je peux confirmer tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment le gars que j'admire, parce que je sais aussi, on a suivi un peu son parcours. Il a eu des moments, je pense, pas tout à fait évidents. Et puis j'ai pas entendu une fois un joueur qui jouait avec lui à Lausanne de dire que le gars il avait baissé les bras ou il était insupportable, même quand il était capitaine, il jouait un peu moins. C'est vraiment, je pense, l'idole parfait. Et puis c'est clair, si tu vois quelqu'un comme ça dans un groupe de capitaines, je pense que ça apporte que des qualités en bien. Et puis en plus, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, qui sait travailler comme c'est qu'il faut travailler, qui est très très professionnel, mais il peut aussi beaucoup rigoler. Et puis c'est ça que j'aime, c'est ça qui me plaît. Puis c'est pour ça, si c'est vraiment le cas, je serais ravi de le voir dans le vestiaire chez nous. Et sportivement, ce serait aussi un apport intéressant, tu penses? Toi qui l'affrontes, qui l'as connu comme junior, qui l'affronte depuis des années comme adversaire, tu penses que ça pourrait être un apport intéressant au HCBN, sachant qu'il manque un peu quelques centres encore dans l'équipe de l'année prochaine? Oui, alors tout à fait. Après, c'est mon vision des choses, hein, mais je trouve un très très bon joueur, certainement des fois un peu sous-estimé, parce qu'il a montré pendant les moments, je pense qu'il jouait, j'ose quand même dire il jouait plus à un moment donné à Lausanne. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être un des plus sous-estimés dans la ligue, parce qu'il a les qualités physiques, il a les qualités des skills, il a le patinage. C'est quelqu'un qui peut amener beaucoup, en plus qu'il amène dans le vestiaire. Comme vous pouvez comprendre, j'aime beaucoup le joueur, là. Je pense qu'on peut vite rappeler aussi pour les auditeurs et auditrices qui ont pas tout suivi le dossier Froidevaux, c'est que au mois de septembre, Lausanne lui a dit en gros qu'il pouvait se casser de Lausanne, alors qu'il avait été pendant longtemps le capitaine de l'équipe. Donc Pet Svoboda le voulait plus. Ensuite, il y a eu des blessés, des absents et tout. Donc Étienne était quand même là. Au début, il jouait plus du tout. Il était en tribune. Après, forcément, vu qu'il manquait du monde, il a recommencé à jouer. Il a fait des très très bons matchs. C'est quelqu'un qui a jamais baissé les bras. Et puis voilà, la rumeur qui est que personne à Bienne ou à Lausanne veut confirmer, mais en fait, voilà, c'est un secret de Polichinelle, c'est que Froidevaux sera à Bienne pour les 2 prochaines années. Juste après qu'il ait signé son entente avec Bienne, c'est Lausanne qui est venu pour lui proposer un contrat de 2 ans, quoi. Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est que le jour où Grégory Beau, là, le confrère de collègue de Cyril au matin.ch qui avait sorti l'info, le lendemain, il y a Bienne qui joue à Lausanne et c'est Étienne Froidevaux qui a ouvert la marque après 2 minutes de jeu d'ailleurs. Hein. C'était un clin d'œil assez amusant. Kevin, merci beaucoup. On voulait parler de toute cette actualité, de la fin de saison à venir, de ton rôle de capitaine, et on voulait profiter de t'avoir comme invité dans ce podcast pour prendre un peu de recul, pour parler plus largement de ta carrière. Puis on avait une petite question. On se demandait si tu te souvenais qu'est-ce qui s'est passé le soir du vendredi 19 octobre 2018? Vous jouiez un match, tu te souviens lequel? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ah oui, je me souviens. Puis tu sais pourquoi je me souviens? Non? Parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Encore? Elle revient toujours, hein? Ouais, elle est omniprésente, mais je l'adore. Non, et puis c'était le match contre Lugano. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Quand j'ai couché Lapierre, qui a dû quitter la Ligue une année d'après. Vexé, voilà. Vexé. Tu sais ce qu'est devenu Maxime Lapierre? Mais il fait un peu des Stammtisch au Québec. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect envers lui. Hein. J'ai toujours dit ce combat, c'était pas vraiment un combat, mais il aurait pu tourner très très mal pour moi. Il y a un peu de chance quand même. C'est un des highlights de ta carrière quand même. Ouais, c'était un bon feeling, mais comme je vous dis maintenant, voilà, tout est derrière nous. Je sais que je vais plus jouer contre lui. J'ouvre un peu trop ma bouche, mais c'est clair que ça aurait pu se passer autrement, mais je me rappelle très bien, parce que c'était l'anniversaire de ma femme.
tellement gueulé parce qu'elle est venue en match pour m'avoir 2 minutes et puis j'ai encore pris une amende. Mais Voilà. ce jour-là, donc il y avait une échauffourée, il y a une charge, je crois, ça commençait avec Jan Neuenschwander dans un arrondi, après il y a eu un tas, il y a Mersikins qui s'en mêle, puis tout d'un coup c'est parti, on a l'impression que ce bagarre commençait un peu à se tamiser, on va dire, à s'arrêter, puis d'un coup, pauvre, ça part, il y a le grand Lapierre, parce qu'il est quand même, c'est quand même un joueur assez grand, avec Kevin Fay du haut de son mètre 12, quoi, et après, tu te retrouves, tu l'étales, et puis tu te retrouves à genoux, moi j'ai toujours cette image, là, je crois que c'est le service de Keystone qui a fait une photo, où c'est que t'es à genoux, devant le public en transe, et puis que t'es en train d'hurler, je ne sais quoi, là. C'est quoi le feeling quand il y a, c'est mieux qu'un but ou bien? Allez, c'est mieux que le sexe. Hein? Dis-le. Mieux qu'un but, je sais pas, je marque pas. Mais je me rappelle très bien, j'avais la langue toute bleue, mais c'était dû au manque d'oxygène que j'avais depuis 3 minutes. Et puis, surtout, ça faisait 3 minutes, j'essayais de le tirer je m'accrochais au cou de Lapierre et puis c'est seulement au bout de 3 minutes qu'il m'a remarqué, je pense. C'est pour ça c'est parti après coup. Mais c'est clair, ça donne assez des frissons, même d'y penser maintenant. Puis le truc est drôle que personne ne sait, c'est que juste avant, sur le banc, je jouais avec Mauro Dufner ce match-là, je me rappelle. On a fait 1 ou 2 chiffres, pas beaucoup, puis j'étais pas dans ce match, c'était catastrophique. J'ai fait une mauvaise passe, je crois, puis j'ai dit à Dufner, nom de bleu, ce soir, je pense, la meilleure chose que je peux faire, c'est me battre avec quelqu'un. Et puis le shift après, c'est ce qui est arrivé, et puis je pense, en effet, c'était la meilleure chose à faire. Non, moi, j'étais aussi au match, pour moi, ça reste un des grands moments de tous les matchs que j'ai vus du HC Bienne. Je te remercierai toujours pour ce moment-là. Par contre, le match suivant, quand tu as dû jouer contre Lapierre, est-ce que tu te disais, je crois que c'était à Lugano en plus. Il y a eu aussi des playoffs là. Est-ce que tu te disais, ouais, il faut quand même que je fasse attention, ou comment tu t'as appréhendé ce match? Non, j'avoue quand même que j'étais un petit peu plus nerveux. Ouais, plus nerveux. Je suis pas trop nerveux, mais c'était pas une peur, mais je savais que le cochon, il va venir et puis m'emmerder jusqu'au bout. Puis d'ailleurs, il en ratait pas une, hein. Je me rappelle une fois, aux zones neutres, je le voyais arriver, il voulait me charger. Je me suis étalé par terre, je suis un peu tombé, il fait commencer la bande. Et bien sûr, ça l'a énervé encore plus. Et puis je pense, le shift après, il m'a suivi depuis la roue jusqu'au fond, ils ont mis le puck au fond, et puis il m'a ramassé une charge, il a pris 2 minutes, c'est pour tout excessif. Et ça m'a remis les côtes et puis les vertèbres en place, je vous dis, mais il était content puis joyeux, je pense, d'avoir plus cette charge sur moi. Ouais. Bah, c'est bien, avec les vertèbres en place, tout. T'as besoin d'un psy, mais t'as pas besoin de physio, quoi. Voilà, exactement. Non, je me rappelle. Je me rappelle très bien. Tu l'as dit, c'était le combat le jour de l'anniversaire de ta femme. Est-ce qu'on aura la chance un jour d'apercevoir un combat face à ton témoin de mariage, Marco Penretti? Ouais, non, je vais quand même pas l'étaler, j'ai toujours honte. Non, je pense qu'il y a très peu de chance, mais c'est vraiment avec lui, sur la glace, on prend vraiment du plaisir de jouer l'un contre l'autre, mais c'est vraiment dans le sens de pas essayer de se faire mal. S'il faut charger, on charge, mais on essaie de gagner les duels et puis rigoler à fond. Et puis je pense pas que ça risque d'arriver. Donc c'est peut-être plutôt en soirée que si on est une fois un peu bourré, mais non, normalement c'est... Ta femme arrive beaucoup dans la discussion, la Marie, hein, la fille de Philippe Rossinelli, hein, l'entraîneur des SRD en première ligue de foot, à des adversaires du FC Bienne, hein, faut-il le rappeler. Tu t'es marié en quelle année? C'était en 2018. C'était juste après le titre de Zurich, si je me souviens bien. Parce que quelques jours après ton mariage, j'ai eu des messages, j'ai reçu du matériel très compromettant. C'était assez animé. Ouais. C'était dans une salle de gym, je crois, la fête de ton mariage à Corban, hein, c'est juste? Oui. On n'a pas sorti les anneaux, le trampoline et la totale, là? Alors, écoute, c'est ce qu'on m'a dit aussi. J'ai vu aussi des vidéos, c'est vrai. Ouais, non, c'est correct. Je sais pas si c'était Corbeau, je sais plus où c'est.
Montvellier. Bien Montvellier, Montchevelier, voilà. je crois. Montchevelier, voilà. Montchevelier. La terre sainte. Montchevelier. Ouais, exactement, ouais. Ben oui, mais je vous laisse deviner qui c'est qui a sorti les anneaux et puis les gros matelas, si c'était les hockeyeurs ou pas. Ouais. Puis moi, ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il y avait une fête de jeunesse cette nuit-là dans le bled aussi, et puis qu'il s'est amusé à changer toutes les plaques des voitures, c'est juste ça? Ah oui, c'est cochon. Ouais, c'est vrai. C'est juste. Là, on a eu il y a des gens qui sont revenus quand ils partaient le matin. Ils sont revenus et puis ils ont dit, écoute, j'habite dans le canton de Vaud, puis j'ai des plaques fribourgeois. Ça joue pas. Et c'est là où on s'est aperçu, en fait. Je sais pas si toutes les plaques ont réapparu à ce jour. Hein. Mais c'est vrai, c'est des jeunes qui ont... Voilà, c'était une blague, voilà, moyennement drôle, mais enfin, on était tous jeunes. Hein. C'est vrai. Kevin, j'en reviens aux bagarres parce que j'aime bien les bagarres. Ouais. Alors, on sait tous que t'as peur de rien ni de personne, mais s'il y avait quand même un joueur qui joue en Suisse avec qui t'éviterais, si tu peux, de te battre, ce serait qui? C'est difficile à dire, là. C'est clair. Après, je connais pas tous ces gros de la NHL. Eric Fer, par exemple, là. Donc, ouais, non, il a peur de personne. Non, c'est pas que j'ai peur de personne, mais je dis, il n'y a pas un, même Moron, hein, j'ai beaucoup de respect, j'ai pas envie de trop me battre avec lui, mais je pense, si la situation, elle est comme elle est, puis j'irai aller, tu réfléchis pas. me remettre le pif en place, et puis, de toute façon, avec tous ces tests, je sens plus rien. Non, j'aurais pas peur, justement, si vraiment il le faut, tu y vas, puis après, peut-être, voilà, j'y vais. Puis après, aussi des techniques d'essayer de finir assez vite sur le dos, ou bien faire le cafard après, une fois, on a commencé un peu à se battre. Okay. Kevin, t'as un long contrat au HC Bienne, hein, jusqu'en 2025, t'auras 35 ans, t'as déjà pensé, 34, t'as déjà des plans pour l'après-carrière? Non, pas vraiment, je suis en train un peu de chercher tout ça, c'est quelque chose qui est pas très évident, mais c'est aussi, par exemple, un truc que je travaille un peu avec la psychologue, de faire des profils, de voir les envies qu'on a. Et puis c'est bien sûr quelque chose que je commence gentiment à essayer de préparer, mais je veux pas non plus que ça vienne, quelque chose qui tire mes performances en bas. Je pense d'essayer de trouver un bon équilibre entre préparer l'avenir et puis vivre dans le présent, ça fait pas du mal. Après, j'espère j'espère. On verra bien ce jour-là, mais après mes 34 ans, j'aurai encore quelques années devant moi. Mais Dieu sait, jusque-là, il y a plein de choses où, en allemand dit, il y a plein d'eau qui descend là, jusque-là. Mais est-ce que t'as pas un peu le profil ou la vocation de devenir entraîneur? Un défenseur, souvent c'est des anciens défenseurs, les coachs, souvent aussi des anciens capitaines, donc coacher, tu pourrais t'imaginer, ou bien, alors je sais que c'est dans bien des années, mais... Ouais, parce qu'il y a encore les 5 saisons à jouer après. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'attirer ou qui t'intéresse déjà maintenant, le coaching? Ouais, je pense longtemps pas. Puis là, de plus en plus, j'ai quand même un peu une envie en moi. Ou bien c'est peut-être quand même de rester aussi dans le hockey, mais c'est peut-être plus de, je sais pas, un côté aider à développer les jeunes, mais un côté aussi travailler avec les pros. C'est quand même quelque chose aussi qui m'intéresse. C'est assez flou, mais je pense que j'écarterai pas cette idée-là, ouais. Ton vénéré confrère Beat Forster a lancé une académie pour défenseurs parce que sa réflexion est très juste. Hein. On fait il y a des skills coach qui sont pas mal pour les attaquants, il y a des entraîneurs spécifiques pour les gardiens, mais c'est vrai que des entraîneurs spécifiques pour les défenseurs, ça n'existe pas. Il a lancé une structure, il organise des camps d'été notamment avec des jeunes. Tout d'un coup, collaborer avec lui, lancer un truc toi aussi, ouvrir cette brèche de coach de défenseur, ça pourrait te plaire, ça? Oui, je pense il a lancé cette très très bonne idée qu'il a là, Feuchet, et puis je pense qu'il va aussi avoir du succès. Je pense d'apprendre de lui, quelqu'un qui a beaucoup vécu aux jeunes. C'est des fois, je me rappelle les années quand on était jeunes, on voyait
ouais, des grands noms, je veux dire aussi Cyril Pache, etc. Non, mais je veux dire, c'est... Ah, il a pris, quand il est monté jeune, 10 centimètres. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est très, très motivant pour les jeunes, quand on peut apprendre directement de quelqu'un comme ça. Mais justement, moi, j'aime bien ce concept, justement. J'ai pas encore trouvé un rôle ou un nom exact, mais d'être dans le développement, mais en même temps de travailler avec les pros, peut-être même, pas dire, ouais, dans le sens du directeur sportif, d'aider à rassembler une équipe, aussi en travaillant plus au niveau des, comment dire, trouver la bonne chimie dans un vestiaire, les personnalités, de trouver, sentir comment, qui mettre avec qui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, dans la fin de ton contrat en 2122, Martin Steinegger doit avoir peur pour son poste, c'est ça? C'est le message. Non. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Laurent. Comme ça, je sais mon contrat 2025, il sera définitivement le dernier. Non, pas du tout. Je me vois plus comme un appui ou je sais pas, d'être dans une organisation, mais pas, ouais, je sais pas, c'est difficile. J'ai une question, Kevin. Ouais. Ton numéro, tu portes le numéro 4. Est-ce qu'il y a une histoire là derrière? Est-ce qu'il y a un joueur quand tu étais enfant qui t'a marqué et pourquoi tu portes ce numéro? Et là, ma deuxième question, c'est justement quel joueur t'as le plus sur lequel t'as le plus calqué ton jeu quand tu étais jeune? Voilà. Quel était ton idole ou comme ça quand tu étais plus jeune? Oui, alors le numéro déjà, ça vient du défenseur il a aussi joué une saison, je crois, à Bienne, du Dominique Mayer. Ah ouais. Je pense. Ouais, et oui. C'est quand il était à Berne, en fait. Toujours bien peigné, ouais. J'étais fan de lui. C'était jamais, je pense, c'était pas le grand star dans l'équipe. Je pense pas non plus, il y en avait des milliers de gens qui lui couraient après comme moi je l'ai fait. Je me rappelle toujours, c'est quand même le gars, je pense, le plus musclé que j'ai vu dans ma vie. Le gars qui travaillait dans la salle de force, c'était incroyable. Au niveau la masse, comment on dit, masse de graisse, il était carrément mieux que des sprinteurs. Et puis c'est pour ça que j'ai pris le numéro 4 parce que je l'admirais et puis j'ai même eu la chance de jouer avec lui. Alors pour moi c'était le rêve, le sommet et tout en même temps. Et puis au niveau du style de jeu, parce que toi finalement on a toujours un peu cette image de toi que t'es un combattant, quelqu'un qui est toujours à fond et tout, mais souvent avec Laurent quand on est dans la tribune de presse, tu nous épates souvent avec tes passes, tes flip passes en power play des fois ou des longues passes. Enfin t'as une facilité technique qui est un peu sous-estimée, je trouve quand même. T'as un peu le froid de veau du HC Bienne. Non mais c'est les gens qui ça me fait plaisir d'entendre. Faut peut-être aussi dire je pense que j'ai changé mon jeu à partir de mes peut-être 21 ans, 20 ans, on va dire. Je l'ai changé de 360, ouais, pas 360, sinon ça fait le tour, mais 180 degrés. J'étais au junior, j'étais enragé, je ramassais tout ce qui bougeait. Je prenais des pénalités des centaines de minutes par saison. Et puis à un moment donné, je me suis dit déjà, ça fait beaucoup plus mal de foncer dans tout ce qui bouge. Et puis j'ai quand même, justement, trouvé que j'ai quand même des gestes techniques. Je vais pas faire des grands moves, mais une fluidité certaines fois que je me suis dit, je vais essayer d'apporter un peu plus de ça dans mon jeu. Et puis du coup, j'ai quand même pas mal changé au niveau de tout ça. C'est clair, je pense. Ouais, moi je trouve vision du jeu, souvent tu es vraiment épatant. Je trouve que la vision du jeu, c'est vraiment quelque chose que t'as. Je crois bien qu'il a entendu que t'avais pas d'agent et puis il cherche son premier client, Cyril, je crois. Mais je suis pas le bon client, j'ai un contrat jusqu'au 20. Non, mais peut-être la vision, je vois aussi entre les jambes des autres avec ma taille. Non, mais je pense justement, j'ai souvent un peu sous-estimé ce côté-là de moi. Je me suis dit, je dois toujours être le combattant qui ramasse tout.
Et puis j'ai quand même remarqué que non, il y a une autre façon de jouer. Et puis je pense que c'est aussi ça qui va faire que je vais pouvoir prolonger ma carrière de quelques années, d'être un peu plus, comment dire, pas moins dur, mais un peu différemment. On gère un peu autrement les situations. Puis je pense, comme ça, je peux apporter un peu dans les deux sens. Je pense que je peux quand même apporter quelque chose dans l'offensive à l'équipe. Et puis en même temps, je peux jouer très très solide derrière. Et puis je pense que je sens un peu bien aussi les choses qu'on sait qu'il faut. Peut-être le management du risque, on sait qu'il faut l'élever un peu ou qu'on sait qu'il faut le descendre un peu. Et puis je pense que c'est aussi des qualités, voilà, que c'est les fins connaisseurs comme vous qui voyons ça. Puis peut-être pas. Là, tout d'un coup, les des fins connaisseurs. Non, écoute, t'as sorti un terme très intéressant, c'est le management du risque. Alors, je sais pas, alors, tu l'appliques à toi, ça, c'est très bien, mais je sais pas quand on regarde le contingent du HC Bienne, quand on voit, nous on appelle ça une équipe freestyle, avec un jeu freestyle, on arrive à patinoire, on sait jamais ce qui va se passer avec le HC Bienne. Justement, le management du risque, c'est pas la qualité première. Quand t'es défenseur et puis que t'as une équipe aussi, une offensive aussi freestyle qu'à Bienne, voire même la défense, hein, parce qu'il y a quand même deux, trois spécimens assez intéressants, c'est pas un peu flippant, des fois, de jouer dans cette équipe-là? Tu t'arraches pas les cheveux, des fois, quand tu vois un peu la façon de jouer dans certaines situations de tes coéquipiers, de tes collègues de travail. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que ça fait certainement aussi un peu une force de nous, ce côté de imprévisible, même pour nous des fois, mais je pense avec Lars quand même, déjà avec Antti avant, hein, mais Lars, peut-être encore un peu plus, on a plus de schémas quand même dans le jeu, pardon, petite faute suisse allemand, dans le jeu, et puis, c'est quand même bien amélioré là-dessus. Et puis c'est ça que je voulais dire justement tout au début pour ce match, par exemple, si on va jouer contre Genève samedi, c'est justement là qu'on veut voir si on a grandi ou pas. Parce que justement ce match-là, il faudra justement être peut-être un peu moins imprévisible, mais descendre un peu ce risque et puis faire les petites choses justes. Et puis si le match le permet ou dans le match tu le sens justement qu'on sait que tu peux augmenter ce risque un peu. Et puis c'est pour ça que j'ai dit au début, je pense que c'est vrai, c'est peut-être un peu une faiblesse de nous des fois, mais c'est pour ça que je me réjouis de voir, espérant déjà tout le monde est négatif, pour voir si samedi on a appris quelque chose là-dessus justement. C'est ça tout au début que je voulais dire, que ça va être un bon test, mais je suis assez d'accord que là-dessus aussi, on le voit quand on gagne des matchs, c'est parce que on arrive à gérer ce management de risque. Puis quand on les perd, comme Lausanne, tu gagnes 3-0, et puis après, tu commences souvent à peut-être un peu moins bien gérer le risque, et puis ça tourne vite. C'est là où, justement, je me réjouis samedi contre Genève, de voir si on a assez grandi pour justement maintenant se dire, il y a des moments où il faut un peu moins pour gagner plus, comme il dirait les tuches. À Genève, justement, il y a deux, trois très bons joueurs même. Mais pour toi, c'est qui le meilleur joueur du championnat? C'est spontanément, comme ça, un joueur qui t'impressionne, que tu trouves que c'est le meilleur? Alors, spontanément, ça tourne. Si je dois dire... Ou si c'est plus facile, un attaquant qui te pose, que tu trouves qui est difficile à défendre, par exemple. À part Remarque. Ouais, je trouvais... Remarque, ouais, je vais pas dire ça va, mais Grégory Hoffmann, par exemple, je trouve, lui, il représente, ou bien Kovar de Zug. Parce qu'ils sont... Ouais, peut-être revenir à Hoffmann, il a la rapidité, il a la force, il peut jouer le jeu physique, entre guillemets, dans les coins, il va utiliser son corps. Il a un bon tir, il faut pas le laisser tirer n'importe où. Il a une bonne technique, c'est ce qui fait qu'il est dangereux n'importe où il est. Juste, tu parles d'Hoffmann, ses droits ont été échangés de Carolina à Columbus, c'était le 14 février, hein, c'est le jour où il s'est blessé d'ailleurs. Tu penses que c'est un joueur, toi qui connais bien Gaëtanas, je crois que c'est avec Pedretti ton deuxième témoin de mariage, il me semble. Est-ce que tu penses que Hoffmann, il a les capacités, en voyant que Haas a réussi à faire sa niche en NHL, tu crois qu'Hoffmann a les capacités de poser le patin là-bas puis d'y arriver? Oui, après, je
je peux dire, ouais, je parle de mes 5 ans d'expérience à Détroit. Je pense qu'il malheureusement, j'ai jamais fait l'expérience là-bas, mais je pense, lui, le joueur comme il est, je le trouve, comme j'ai dit, assez complet pour s'en faire une place là-bas, mais on sait tous, là-bas, le monde il est un peu différent. Il lui faudra peut-être l'entraîneur qui l'adore, qui adore le joueur. Et puis, je pense, si c'est le cas, avec un peu de chance, pour moi, il a les qualités pour percer aussi là-bas, oui. Et puis, malheureusement, je suis un petit bonhomme de Châtillon qui a rien à dire au niveau de la NFL. Justement, Gaëtan, t'as un peu des contacts avec lui, tu échanges des fois un peu avec, comment il va, comment ça se passe pour lui, en NHL. Là, nous, on a tous un peu nos contacts, mais c'est de journaliste à joueur. Là, on parle de Kevin à Gaëtan. Comment ça se passe, là? Qu'est-ce qu'il te dit? Oui, non, on est en bon contact. On se téléphone, on s'écrit des messages, et puis c'est clair pour lui, c'est une belle expérience. Il se plaît, c'est clair. Cette saison, elle est différente aux autres. Lui aussi, il le constate là-bas. Hein, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il se plaît. Et puis il est content, mais je pense qu'il est aussi content. Il y a son Aurélie qui allait avec et puis qui le soigne comme il faut. Il est en fin de contrat, peut-être lui, je pense, c'est le genre de joueur qui va, dans sa carrière de NHL, tirer des contrats d'une année, donc peut-être encore une année en plus, mais toi, capitaine, ami personnel de Gaëtan Haas, tu pourrais intercéder pour que tout d'un coup, quand il revienne par ici, il s'arrête plutôt à Bienne puis qu'il n'aille pas plus loin. Oui, après, je pense que c'est clair, si un joueur comme le Gaëtan, il revient en Suisse, je pense que tout le monde va lui courir après. Mais vu que je sais bien ce qu'il aime boire, ce qu'il aime manger, je pourrais l'inviter et puis voilà. Savourer un peu le HCB. Non, mais je pense que c'est quelqu'un de la région. Et puis après, je connais pas toutes ses envies non plus, ou peut-être pas non plus dire toutes ses envies, etc. Mais je pense que le jour où il va venir, il a quand même aussi, je pense, envie de gagner peut-être quelque chose avec Bienne. Et puis je pense que je serai assez confiant en sachant que voilà. On sait pas combien de temps il va encore faire là-bas, et puis tous les offres, etc., qui vont suivre en Suisse. Mais je pense que c'est aussi quelqu'un de très loyal. Il aime sa maison, il aime d'où il vient, et puis c'est clair, j'y toucherai quelques bons mots entre un verre de blanc puis le rouge pour souper. Tu devrais faire agent, toi. Oui, ça c'est aussi une option, on verra. Kevin Fay, ça fait bientôt 1 heure que tu es avec nous et tu le sais sûrement pas, mais on termine chaque épisode par un petit quiz. Alors on va pas faire de quiz à cet épisode-là, mais quand même des questions rapides si ça te va, où tu peux répondre tout d'abord par un nom, tout simplement. Le DJ du vestiaire au HC Bienne, c'est qui cette saison? Radgeb. Radgeb, ok, c'est un bon DJ? Ouais, c'est un bon DJ, mais il y a un petit changement. Il y a eu un changement de Kreis à Radgeb. Ça se cherche encore un peu, mais... Mais tu sais que son père a été DJ célèbre dans les années 90, le père de Radgeb. Qu'est-ce que nous a raconté Klaus Saug? C'était au Pacha, je crois. Hein. Toi, tu connais cette discothèque? À Langenthal. Ouais, c'est à Langenthal. Non, Langenthal, excuse-moi, ouais. Ouais, donc, il prend les bottes du père. Voilà, c'est bon. Un autre. C'est bien. C'est des choses que je dois savoir plus vite, normalement. Laurent, tu sais. En tant que capitaine, ça doit gicler, ça. Ouais. C'est bien savoir des choses comme ça. Un autre nom qui est le plus timide du vestiaire cette saison? Elia Pope. Elia Pope, ok, c'est validé. À l'inverse, le plus énergique, celui qu'on voit le plus? Qu'on voit le plus ou qu'on entend le plus? Bon, allez, les deux. D'abord qu'on entend. Ouais, bon, ben ça, on sait. C'est Brunner. Voilà. Qu'on voit le plus, tu pensais à quelqu'un d'autre? Non, en fait, c'est le même. Tu peux répondre par oui ou par non pour les 3 dernières questions que j'ai dans ce mini-quiz. T'as pas encore marqué cette saison, tu l'as dit, c'est pas ton rôle non plus, mais des fois ça te dérange un peu quand même, t'y penses, t'en rêves la nuit? Oui. L'an passé, oui. avec Jonas Hiller et avec Mathieu de Chantré, c'était un peu la fin d'un cycle. C'était la saison du titre, selon toi? Oui. Non. Oui et non. C'est pas la saison, parce qu'il y en aura d'autres. Mais... Ok, il y en aura d'autres.
Et tu es le plus bernois des jurassiens, on le sait, ou bien le plus jurassien des bernois, c'est selon. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. T'habites proche de la frontière avec Moutier dimanche. T'as chanté la roracienne? Non. Tu sais les paroles? Non. J'avoue. D'ailleurs, tu te sens plus bernois, parce que on a fait le parcours inverse les deux. Moi, j'ai à Courtétel, à 2 kilomètres de tu habites, et ça fait 25 ans que j'habite à Bienne. Toi, tu viens d'Ostermundigen, et puis tu t'es installé à côté de chez moi, là, au bord du ruisseau de Châtillon, là. Tu te sens plus quoi, bernois ou jurassien? On pose toujours la question, donc j'ose te la poser. Ben oui, mais tu sais, après dimanche, c'est une question très très délicate. J'aimerais pas me mettre dans une situation dangereuse, hein. Alors non, mais je pense, je me sens quand même un peu plus jurassien. Ah, c'est très bien, bravo. Ouais. Merci. Alors, moi, j'ai vraiment une dernière question. Tu peux répondre par oui ou par non. Il n'y a pas eu la Saint-Martin cette année. Ça t'a manqué? Oui. Un double oui. Ah, bah, c'est leur vira, c'est pour ça. Ouais. Non, ça c'est un 8 de cochon, je te donne. Kevin, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps dans ce podcast. Est-ce que toi, t'aimerais ajouter quelque chose? T'aimerais poser toi des questions à Laurent ou à Cyril, peut-être aussi? Oui, alors peut-être une question, ce qui intéresse toutes les auditeurs, auditrices. Vous buvez du blanc ou du rouge pendant vos podcasts? Alors attends, on va la jouer. On la joue très honnête, on la joue très fair play. Alors, j'ai vu les premiers épisodes, j'ai vidé ma cave en amenant du blanc. Mais on a quand même remarqué que quand on faisait le cuisine à la fin, ça venait chaud, on avait un peu la voix pâteuse. Il faut le dire, on peut le dire, les gars, hein, faut pas trahir les secrets de fabrication. Et puis là, alors j'avoue, on a une petite bière sous la main avec Cyril. Lyndon est quelqu'un de très sérieux, jeune père de famille, hein, il y a le deuxième en route, il veut pas se faire engueuler en rentrant à la maison, nous on risque plus rien avec Cyril, hein, tu vois quoi. Alors lui il est à l'eau, lui. Non, mais toujours avec quand même. Toujours avec modération. Hein. C'est le mental en fait. Tu vois, c'est ça, avec Cyril là, on a une force mentale. Je te dis, on n'a pas besoin de psychologue, quoi. Oui, je pense. Non, mais si vous buvez du blanc comme ça, t'as oublié le pain et la saucisse, comme ça la voix elle reste bien huileuse, tu vois. Pour la prochaine fois. Alors, dernière question, est-ce que tu as écouté notre dernière Stammtisch? Je sais qu'on a fait une chronique sur le monde de Beat Forster. T'as pas entendu ça? Non, j'ai pas encore entendu, mais je vais me les faire, toutes ces Stammtisch. Alors, il faut écouter. Parce un moment bien solide. Tu interviens, t'es Kevin, dit la saucisse. Ça te va comme surnom? Bien. Bah dis donc, tu m'as déjà vu sous la douche pour que tu m'as écrit comme ça. Non, au niveau du corps, du ventre, hein. C'est pour ça, hein, je vous dis. Oh là là, ils comprennent tout. Ça c'est une excellente conclusion. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois que c'est un bon mot de la fin. C'est vrai. On te souhaite en tout cas. Bon, Vas-y, pardon. Mais faut quand même dire, c'est avec Lyndon, j'ai eu l'interview, je sais pas s'il se rappelle, où j'arrivais plus à me reprendre. Ouais, mais c'était tôt le matin. T'étais venu à 7h, 7h30, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Et puis, comme je voulais bien répondre à la question, au milieu de ma réponse, je crois que je ne savais plus la question. C'était ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'on a mis 5, 6 ou 7 tentatives à la refaire, ouais. Ouais, mon Dieu. Non. Et d'ailleurs, actuellement, on se trouve dans le même studio qu'on a fait cette interview. Mais ouais, je m'en souviens bien, t'as raison. Ouais, ça c'était... Oh là là. On passe des bons moments, c'est bien. En tout cas, on te souhaite vraiment un très bon 47e test Covid. On espère que ça va aller. Que tu te réveilleras pas avec du sang demain matin aussi sur l'oreiller. Non, mais je peux vous envoyer une photo après si vous voulez. Hein. Ça perçait sur le coup, ça mec. Faut mettre un tampax dans le nez si j'ai côte Genève, quoi. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, ça marche. Ça va. Bon, merci Kevin. Ouais, merci. Bonne fin de saison. Ouais. Et puis on se voit, je pense. Merci à vous. J'espère te voir samedi. Moi, j'espère vous voir aussi au plus vite à la patinoire. Je pensais pas de dire ça un jour, mais ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Kevin. Bonne nuit, bonne soirée. Merci à vous. Passez un bon moment et puis santé. Hein. À bientôt. Bye, ciao. Ciao les gars. Ciao.
Ben voilà, les gars, on a fait environ 1 heure avec Kevin Fay. On pensait pas faire autant long. Pas de langue de bois, évidemment, avec cet habitant de Châtillon. Non, c'est quelqu'un d'honnête. Moi, j'aime bien Kevin parce qu'il est intègre et puis depuis qu'il est arrivé à Bienne, faut rappeler qu'il est venu à Bienne, il était défenseur d'Ajoie, c'était en 2012 et puis il a fait les playoffs. Bienne était sorti en quart de finale contre Zug. C'était les derniers matchs de Sébastien Bordelot et de Martin Steinegger et qu'il avait fait la paire lors du dernier match de Martin Steinegger. Et puis tout de suite, on remarquait qu'il y avait quand même, c'est un personnage, c'est un personnage, on appelle ça, il y a pas d'autre terme. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même s'il déconne, même s'il amène toujours son petit côté qui paraît un peu léger, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fond puis qui a beaucoup d'épaisseur. Non, ben j'abonde dans le sens de Laurent. Non, c'est vraiment quelqu'un de super attachant. Moi, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. J'aime bien ces joueurs qui arrivent à transmettre quelque chose quand ils sont sur la glace. C'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Par contre, c'est un gars, quand il va sur la glace, il va quand même toujours se passer un petit truc. Soit il va aller en checker un dans le coin, soit lui va se faire déménager par un plus gros que lui, ou alors il va nous faire une passe incroyable. Et puis je trouve que c'est un joueur qui apporte des émotions sur la glace. Il y en a pas énormément. Souvent c'est un peu stéréotypé le jeu. Et lui alors c'est pas quelqu'un qui est freestyle, mais dans son style, il peut t'apporter des frissons comme ça d'une seconde à l'autre, et je trouve c'est rafraîchissant. Et bah voilà, surtout aussi comme caractère, c'est quelqu'un qui est vraiment drôle. Je crois qu'on l'a entendu dans le podcast, et voilà, c'était chouette de l'avoir et qu'il ait passé autant de temps avec nous. On espère que vous qui écoutez ce podcast, vous avez apprécié la première venue d'un joueur à noter. Donc, dans ce podcast au 13e épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou bien sur Spotify, sur Google Podcast, ou tout simplement de mettre j'aime à notre page Facebook ou bien Twitter. Parlez-en, je l'ai plus dit depuis le premier épisode, mais parlez-en à vos amis, à votre famille, aux amis de la famille, à la famille des amis et aux amis des amis. Vos retours sont le bienvenu en message sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une très belle suite de semaine. On espère avec des matchs du HC Bienne. Oui. À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci. C'était la Stammtisch, proposée par le Journal du Jura.